Dire que le marché obligataire américain va avoir des difficultés, on voit qu'il y a tout de même une force de résistance à cela, qui est que si les investisseurs devaient quitter le marché obligataire américain pour aller se reporter sur d'autres dettes, ils auraient des difficultés à le faire, ne serait-ce que parce qu'il est impossible de trouver un marché aussi profond, aussi liquide dans le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe, Bonjour. merci à tous d'être ici présents pour ce nouvel épisode de Totem qui est dédié au marché de taux en euros pour les nouveaux arrivants. Je vais me permettre de reprendre un peu les conclusions du mois d'avril avant de rentrer dans le vif du sujet ensemble. C'est vrai que le mois d'avril s'était inscrit dans la continuité d'un mouvement qui est engagé depuis plusieurs trimestres maintenant, celui d'un assouplissement progressif des politiques monétaires et notamment vis-à-vis de la BCE qui a confirmé sa trajectoire en faveur d'une baisse des taux, traduisant un climat de confiance modéré dans le reflux durable de l'inflation. Et ce signal anticipé par les marchés avait renforcé l'ancrage d'une politique monétaire, alors moins restrictive quand même, sur le vieux continent. Outre-Atlantique, la réserve fédérale n'avait pas encore franchi le pas, mais le ton s'était clairement infléchi. Et si une baisse de taux n'était pas attendue dès la réunion suivante, la perspective d'un pivot dans les prochains mois à venir était devenue de plus en plus crédible. En France, c'est vrai que cette détente monétaire avait commencé à se refléter sur la courbe des taux. Le phénomène de pantification observé également depuis plusieurs mois avait montré des signes de ralentissement. Et la détente sur les taux courts, nourrie par les anticipations justement de cette politique monétaire, avait commencé à exercer une pression baissière sur les taux longs, amorçant une normalisation progressive. Je vous laisse, désormais, traduire un peu ce qui s'est passé, Au courant courant mai. du mois de mai. Alors, ce que l'on a constaté au courant du mois de mai, c'est que, l'inflation, qui est évidemment un des déterminants importants des niveaux des taux, a continué à baisser, aussi bien en Europe que, aux États-Unis. En France, de manière notable, le dernier chiffre montrait un 0,7 de hausse des prix sur un an, ce qui est quand même assez faible. Ce sont des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis assez longtemps. Et aux États-Unis, on a aussi une baisse de l'inflation, avec une inflation qui se rapproche progressivement des 2 quel que soient les indices. Vous savez qu'il y a plusieurs indices Tout à d'inflation avec fait. des calculs un peu différents aux États-Unis, mais que ce soit l'un ou l'autre, il se rapproche clairement des 2. Donc, une inflation qui continue à baisser, en particulier grâce à la baisse continue des prix de l'énergie. On a sur ce graphique les prix du pétrole et du gaz, et on voit que la tendance est clairement à la baisse, d'autant que l'OPEP a décidé d'augmenter ses quotas de production, et donc ce qui Ce devrait qui pourrait, permettre au prix du baril de pétrole de rester relativement bas. Heu, Ce que l'on a constaté également, pendant ce mois-ci, c'est la persistance d'un euro plutôt fort par rapport au dollar, ou d'un dollar plutôt faible, avec, un niveau de l'euro-dollar qui a tourné autour des, 1,14. C'est un élément important, compte tenu du différentiel de taux entre les États-Unis, et l'Europe, et du fait que la BCE a entamé une politique de baisse des taux beaucoup plus vigoureuse que la Fed, puisque en 2024, la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne avaient baissé concomitamment leur taux d'à peu près de 1%. Depuis le début de l'année, la BCE a poursuivi seule avec 0,75 de baisse des taux. 3 baisses de taux effectivement Voilà, 3 baisses de taux consécutives. de 0,25, et elle va probablement continuer dans ce sens à sa réunion de Jeudi. jeudi. Donc, ce différentiel de taux qui s'accentue entre les États-Unis et l'Europe pourrait peser sur l'euro, mais on voit que ça n'est pas le cas compte tenu
des incertitudes qui pèsent sur la politique américaine et politique économique, et sur lesquelles nous allons évidemment revenir. Euh, Parmi ces incertitudes, il y a la politique budgétaire. On a eu récemment des déclarations assez tonitruantes de la part de Jamie Dimon, qui est le patron de JP Morgan, grande banque américaine s'il y en est, qui a quand même déclaré que la dette et les déficits budgétaires, c'est un gros problème, c'est un vrai problème. Le marché obligataire va avoir des difficultés. Alors, effectivement, le niveau d'endettement des États-Unis est assez impressionnant et le déficit budgétaire l'est aussi. La discussion budgétaire est en cours aux États-Unis. On sait que Donald Trump souhaite inscrire des baisses d'impôts sur la durée aux États-Unis et ça sans nécessairement s'intéresser trop au déficit. Ce qui évidemment heurte les convictions de certains parlementaires républicains au Congrès. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que vous me disiez en aparté, Philippe, c'était ce souci de liquidité, en fait. On parle beaucoup de se retirer des trésoreries, Alors mais voilà, pour aller vers quoi? voilà. Qu'est-ce qui est plus liquide aujourd'hui que le marché obligataire américain? Voilà. Euh, Alors, c'est pour ça qu'on a mis sur le graphique que vous avez sous les yeux la dette américaine et puis la dette publique, en fait, négociable, les treasuries américains. Et vous voyez qu'avec près de 26 000 milliards de dollars, c'est de très loin le marché de dette le plus important au monde. hmm. Et donc, de dire que le marché obligataire américain va avoir des difficultés, on voit qu'il y a tout de même une force de résistance à cela, qui est que si les investisseurs devaient quitter le marché obligataire américain pour aller se reporter sur d'autres dettes, ils auraient des difficultés à le faire, ne serait-ce que parce qu'il est impossible de trouver un marché aussi profond, aussi liquide dans le monde. Et donc, les États-Unis, de ce point de vue-là, comme d'autres d'ailleurs, bénéficient de leur situation de première économie mondiale qui les rend incontournables. Donc, oui, on peut avoir des difficultés sur la dette obligataire américaine. De là à penser que l'on va vers un crash avec des sorties massives des trésoreries américains, c'est un peu plus compliqué parce que les alternatives à la dette américaine ne sont pas si nombreuses. D'accord. Face à cela, on a donc une poursuite de la pontification des courbes de taux avec les dettes justement qui continuent à peser sur les taux longs, avec les incertitudes autour de la politique douanière de Donald Trump et ses effets éventuels sur l'inflation américaine. Tout ça pousse les taux longs plutôt vers la hausse et en sens inverse, les politiques, en particulier monétaires de la BCE, qui poussent les taux courts à la baisse de manière parallèle à la baisse de l'inflation. Donc les courbes des taux en Europe se pontifient, continuent à se pontifier. Et aux États-Unis également, on a une courbe qui est assez inversée sur les durées courtes, ce qui montre des anticipations de baisse des taux de la part de la Fed. Mais ensuite, une courbe des taux qui est assez pentue, compte tenu effectivement de ces problèmes d'endettement et de déficit budgétaire. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé sur le crédit, on va faire peut-être un zoom un peu plus important sur la gestion de ces spreads de crédit sur le marché obligataire. Donc les spreads de crédit, c'est la différence entre les taux des emprunts des émetteurs des entreprises et les taux des emprunts d'État, de la dette souveraine. Vous voyez ici, vous avez deux indices qui sont des indices de prix, donc de dette d'entreprise et de dette d'État, des dettes d'État en bleu, et vous voyez que cet écart de taux s'est plutôt resserré sur le mois, l'indice de souverain faisant moins bien que l'indice des émetteurs industriels.
Cette gestion des écarts de crédit est un élément très important dans la gestion d'un portefeuille obligataire. Nous vous avons pris ici quelques exemples assez significatifs. Euh, Tout d'abord avec une obligation Eutelsat 2028, qui est une obligation dite high yield, c'est-à-dire que c'est une notation B1 chez Moody's, B chez Standard & Poor's et W chez Fitch, donc un émetteur relativement risqué. Mais on voit déjà sur ce graphique que l'écart entre l'obligation Eutelsat et le taux du Bund, c'est-à-dire de l'emprunt allemand de même durée, a fluctué entre 2023 et aujourd'hui entre 250 points de base et 1000 points de base, c'est-à-dire 2,5% et 10%. D'où Donc, effectivement l'intérêt, comme pour les actions, hein, de trouver un point bas pour pour rentrer rentrer, absolument. sur l'obligation. Peut-être un petit rappel sur Eutelsat, qui est une entreprise. Donc, une entreprise qui gère des satellites. D'accord. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec des taux qui sont aujourd'hui aux alentours de 3,5-4% globalement, lorsqu'on a des variations de l'ampleur de ce que l'on voit ici, c'est-à-dire qui vont de 2,5 à 10%, Tout à fait. c'est extrêmement significatif en termes de rentabilité des placements. Et là, on peut voir aussi l'impact de l'actualité et l'impact sectoriel sur ces évolutions. Vous voyez que ici, la période qui est en rouge avec un numéro 1, c'est une période d'élargissement de cet écart de crédit lié au fait que Eutelsat a fusionné avec OneWeb, donc un investissement extrêmement important pour mettre en place une constellation de satellites et donc des investissements très importants nécessitant un endettement là aussi très élevé. Et donc c'est cet endettement élevé qui a fait peur au marché. Cela se traduit ensuite par des avertissements sur résultats qui, là, ont inquiété encore plus le marché. C'est ce qu'on voit entouré de rouge avec le numéro 2 sur le graphique. Et là, on voit que l'écart de taux est passé de 5% à plus de 8%. Et ensuite, on a une troisième période de hausse de cet écart de crédit en 3, avec là aussi un creusement des pertes qui a à nouveau inquiété très fortement les marchés et qui s'est traduit aussi par une dégradation de la notation de l'émetteur, aussi bien chez Fitch que chez Moody's. Et puis, donc au premier trimestre 2025, on a l'annonce des plans publics d'investissement massifs dans la défense, le retrait quelque part des États-Unis de la défense de l'Europe, l'importance qui a été montrée par la guerre en Ukraine de ces constellations de satellites pour la défense et la prise de conscience tout d'un coup que l'Europe dépendait essentiellement de Starlink pour ses communications pendant ces temps de guerre et donc la nécessité d'avoir une constellation satellitaire européenne. Et là, évidemment, les candidats ne sont pas très nombreux et Starlink, du coup, apparaît nettement comme une solution. Et donc, cela offre des perspectives très intéressantes pour Eutelsat. À ce moment-là, on voit très clairement en 4 que l'écart de crédit s'est très fortement resserré pour passer de 10% à 2,5%, ce qui fait quand même un chemin. Et leur donner la possibilité même de pouvoir se refinancer derrière Voilà, avec de de se meilleures refinancer perspectives. dans des bien meilleures conditions. Et donc, acquérir cette obligation Eutelsat dans une phase ou dans une autre, on voit bien que ça n'est pas neutre sur la rentabilité Tout à d'un fait. portefeuille. Si vous avez eu la chance de l'acquérir quand l'écart de taux était de 10%, et lorsqu'il se retrouve à 2,5%, vous avez fait évidemment une très bonne affaire.
Deux autres exemples assez rapidement pour illustrer ces phénomènes. D'abord celui de Altarea avec une obligation Altarea de 2030. Donc Altarea est dans le secteur immobilier. Tout à fait. En 2022, donc, on a eu une hausse des taux assez massive à la suite de la guerre en Ukraine. Qui, De on le la part sait, ont des banques impacté centrales et évidemment, ces hausses de taux ont impacté le secteur immobilier. Du coup, on le voit, l'écart de crédit, là aussi, de cette obligation Altarea est passé de 2,5% début de 2022 pour passer à 7,5% fin 2022. Donc là aussi, ça veut dire que le taux d'emprunt d'Altarea a très fortement augmenté pendant cette période, d'autant que c'est une période où l'inflation est repartie et donc les taux globalement ont monté. Donc là aussi, il y a une vraie conviction à aller se voilà, positionner. au moment où l'écart de taux est à 7,5%, on a effectivement une opportunité, à condition de penser que la dégradation du secteur immobilier Tout à est fait. terminée, pour aller se positionner sur l'obligation Altarea. Un troisième exemple, peut-être dans un autre secteur qui est le secteur automobile, est assez intéressant avec cette obligation Stellantis. Et là, je voudrais attirer votre attention sur la droite du graphique, avec l'annonce des droits réciproques par Donald Trump, qui, donc début avril, a généré une hausse assez sensible de l'écart de crédit pour Stellantis, compte tenu des difficultés attendues sur le secteur automobile. Et puis, lorsque ces annonces de droits de douane ont été reportées, eh bien, l'écart de crédit s'est resserré. Donc, on voit qu'il y a des fluctuations assez importantes de ces écarts de crédit qui peuvent être plus importantes que le niveau des taux lui-même, globalement sur le marché. Et donc, c'est un élément très important, la gestion du crédit d'un portefeuille obligataire. Pour terminer, donc, un petit mot sur le fonds Origine que nous conseillons, qui d'ailleurs a changé de société de gestion, puisqu'il était précédemment géré par Cogefi Gestion, que nous conseillions à ce moment-là, et il a été transféré à Messieurs Autingre, donc filiale de la Banque Autingre. Tout à fait. Et nous avons mis en place avec la Banque Autingre un même contrat de conseil qu'avec Cogefi. Donc, nous continuerons à conseiller ce fonds qui est positionné, comme vous le voyez, en termes d'échéance, pas mal sur le 0, 3 ans, 3-4 ans, pour bénéficier justement de la pente de la courbe des taux, Tout à fait. et qui naturellement amène les taux à baisser au fil du temps sur ces obligations. Voilà. Si on en vient maintenant à nos anticipations pour les semaines qui viennent, eh bien, ce qui est notable, c'est l'absence de visibilité sur la politique budgétaire et surtout sur la politique douanière aux États-Unis. Il est inutile On de l'a vu rappeler encore ici, hier, voilà, les avec annonces la Chine. intempestives dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent varier entre le matin et le soir. Et d'ailleurs, qui sont moins pris en compte par les Et investisseurs du coup, qu'avant. voilà, les Il y a investisseurs ont quand même moins décidé de plutôt, mouvements sur les marchés. exactement, de rester un peu sur le côté, comme on l'on dit sur les marchés, en attendant que le brouillard se dissipe et que l'on voit un peu plus clair. Le débat budgétaire devrait donner des conclusions relativement rapidement. Il est en cours actuellement aux États-Unis. Il va être assez sévère sans doute entre les partisans d'une orthodoxie budgétaire et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème à laisser filer le déficit. Et là aussi, ça donnera une indication très, très importante. Tout ceci explique pourquoi la Fed, pour l'instant, est restée dans une position d'attente, sans Bien prendre de sûr. décision depuis le début de l'année. Et il est probable qu'elle va, elle aussi, essayer d'y voir un peu plus clair avant de prendre des décisions de baisse des taux,
qui reste quand même la direction que l'on attend, même si aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur l'impact Donc des vous tarifs pensez là douaniers. dans les 3 prochaines, semaines, qui arriveront, pour, Probablement pas donc dans les 3 prochaines semaines, d'accord. probablement pas pour la prochaine réunion, mais d'ici la rentrée, probablement qu'il y aura une baisse de taux, peut-être à la rentrée. Ceci avec la question qui reste pendante de l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation aux États-Unis. Donc, on ne connaît pas pour l'instant quels seront ces tarifs Et et puis encore peut-être, moins ils l'impact seront, que cela va avoir sur l'inflation, d'où la position d'attente de la Fed. En Europe, il est extrêmement probable que la BCE va continuer ses baisses de taux, compte tenu, on l'a vu, de la force de l'euro et de la baisse de l'inflation et compte tenu d'une activité qui reste faut, très relancer, hein, atone. Voilà, donc probablement dès ce jeudi, on aura à nouveau une baisse des taux et en de fait, on 0,25 arrivera aux 2 et que on arrivera souhaitait, la alors qui BCE, est enfin entre 1,75 et 2. oui, Pour ça voilà. qu'il y aura probablement d'autres baisses, Alors, effectivement, avec 2%, on arrive au niveau des taux neutres en Europe. Alors, taux neutre, si l'inflation passe assez durablement sous les 2%, comme ça a l'air d'être la tendance, bien finalement, le taux neutre pourrait passer un peu plus bas tout à fait. et ces baisses de taux se poursuivre. À 2%, on est effectivement au niveau de l'objectif d'inflation de la BCE, qui est de 2%. Et compte tenu d'une croissance qui est inférieure à 1%, Donc ça va avoir un impact direct sur les fonds monétaires, alors ça évite sur les comptes à effectivement, terme, toutes ces voilà, le marché monétaire va suivre cette baisse des taux qui, qui va entraîner mécaniquement une baisse de 0,25% des taux monétaires. très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces explications. Merci à vous encore une fois, hein, d'avoir été si nombreux, à écouter ce webinaire et puis on vous dit, au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.